beaucoup de gens sont en train de dire, et même d'autres pays, Oui. pourquoi est-ce que la RDC n'accepte pas de négocier avec ces gens? Pourquoi? Un ami à moi, qui est un diplomate, m'a envoyé un document qui leur est parvenu. Et je vous assure qu'aucune nation sérieuse au monde ne peut accepter de telles choses en termes de négociations. Le Rwanda, via le M23, demanderait donc au gouvernement, 1. d'accepter que 43% des postes de commandement militaire au Nord Kivu et 39% au Sud Kivu uniquement soient remises entre les mains d'une communauté. 2. Le gouvernement devrait accepter la création d'une nouvelle police des frontières placée sous le commandement des officiers issus des terroristes du M23. 3. Le gouvernement devrait accepter de décréter la partie est du pays, Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri, Maniema, Otuele et Tanganyika comme une zone sinistrée, bénéficiant d'un statut d'administration particulière, d'une autonomie fiscale et financière ainsi que d'un concept sécuritaire spécial sous la gestion du M23. Le gouvernement accepte que ce groupe terroriste du M23 nomme les administrateurs des territoires, les maires des villes, leurs adjoints et bourgmestres dans le Grand Nord ainsi que dans le Haut Plateau. 5. Que les cadres de ce regroupement de terroristes intègrent les services de la présidence, de la primature du Parlement et des cours et tribunaux. 6. Que le gouvernement accepte de reconnaître formellement les grades de chaque militaire au sein de ce groupement terroriste de M23. 7. Que le gouvernement congolais coordonne le retour des réfugiés qui sont au Rwanda, Ouganda, Kenya et Tanzanie. C'est pratiquement ce qui a été écrit dans l'accord qui avait été signé. Et tout cela, aucun gouvernement sérieux ne peut accepter de telles conditions. C'est ça donc le cahier des charges le refus du M23. C'est leur cahier de charge. Et c'est le cahier de charge du Rwanda. Le M23 n'est en réalité que l'ombre du Rwanda. Et donc aujourd'hui, nous ne parlons plus du M23 ni de l'AFC. C'est du Rwanda dont nous parlons aujourd'hui. Donc ce sont les revendications du Rwanda et le chef de l'État ne peut jamais accepter de telles choses. C'est là qu'il dit que le pays n'épuisera. Le pays n'épuisera pas. Jamais. On ne reculera pas. Jamais. Il en appelle à l'unité. Il dit que nous gagnerons cette guerre par notre unité, notre sens de responsabilité et notre courage. Ce matin, sur les RFI, un opposant expliquait qu'on veut bien être unis. Mais il y a des facteurs, pour l'instant, qui ne le permettent pas. Notamment, il y aurait, selon lui, 20% d'opposants en prison et 20 autres en exil. Mon cher frère Jean-Pierre, c'est ce qui me choquerait toujours et me choquera encore en ce qui concerne les hommes politiques de notre pays. Vous allez dans des nations comme Israël ou comme en Ukraine, lorsque le pays est agressé, on ne met pas de conditionnalité. Encore que ces conditions ne sont que fallacieuses. Aujourd'hui, nous savons que notre ennemi, c'est le Rwanda. Et dire que pour que nous puissions soutenir notre nation, il faille telle ou telle autre exigence, c'est de la lâcheté. Projeter des choses. Mais regardez ici en 2012, je crois. Pardon. Nous sommes dans le même contexte. La ville de Goma vient de tomber. Je crois que c'est le même M23 ici, ou le CNDPM, même. Il venait de prendre la ville de Goma. Tshisekedi est reçu à la télévision. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde nous dit soutenez. Écoutez ce que Tshisekedi dit. Même contexte de guerre et Goma venait de tomber. On va parler de Goma, vous y étiez, mais les évêques dénoncent que le gouvernement, les évêques du Nord Kivu dénoncent que le gouvernement ne fait rien pour stopper la violence qui sévit au Nord Kivu. Alors vous y étiez. Est-ce que vous avez quelques pistes de solutions à proposer pour que finalement ces massacres s'arrêtent? Il faut instaurer cet état de droit et donc dans un état de droit, l'État a le devoir de protéger ses concitoyens. Or ici, nous voyons que le pouvoir ne paye pas. Les policiers ne payent pas les militaires qui vont au front, ne les équipent pas. Et donc ces gens n'ont même pas les moyens de protéger la population. Au contraire, ils se servent même sur le dos de cette population. Donc l'insécurité, contrairement
à ce qu'on pense toujours comme ça, elle ne vient pas toujours de l'étranger, elle est aussi causée par nos propres compatriotes. C'est la crise, la misère qui est à la base de ce genre de choses, et un État responsable doit tout mettre en œuvre pour que le moindre de ses concitoyens soit sécurisé. Or, c'est pas ce qu'on voit ici. Ici, on entend dire qu'on a des croissances à 2 chiffres, alors que ce n'est même pas perceptible dans le panier de la ménagère. On entend dire des choses, mais tout sauf la sécurité à l'est du pays. C'est inacceptable. C'est quelque chose qui démontre vraiment les insuffisances de ce pouvoir. Le pouvoir, au fond, le pouvoir ne paye pas les droits. Ces massacres s'arrêtent. Il faut instaurer cet état de droit. Et donc, dans un état de droit, l'État a le devoir de protéger ses concitoyens. Or, ici, nous voyons que le pouvoir ne paye pas. Les policiers ne payent pas les militaires. Pour le reste, je puis vous assurer que plus que jamais, le peuple congolais est résolu à défendre et à préserver l'intégrité de son territoire, quel qu'en soit le So, I guess you've outlined a number of important points there, but what in your view is needed to stop the fighting? Qu'est-ce qui est nécessaire pour mettre fin la guerre? Mais c'est simple. Ce qui est nécessaire, c'est de mettre à l'index le véritable responsable de cette situation, qui est connu, c'est le Rwanda. La communauté internationale s'est pris de pitié, comme nous tous à l'époque, en 1994, lorsque le Rwanda a été victime de génocide. Et cette dernière, la communauté internationale, donc, a demandé à la République démocratique du Congo, à l'époque Zaïre, d'ouvrir ses frontières pour accueillir le flot de réfugiés qui fouillaient le génocide. Et ils sont arrivés par centaines de milliers en République du Zaïre. Et malheureusement, parmi eux, il y avait les coupables du génocide aussi. Plus tard, le Rwanda obtiendra le droit de poursuite de ces génocidaires sur le sol congolais. Incroyable. La communauté internationale a complètement démissionné de sa mission, en laissant un État, un régime, régler ses comptes. Et il y a eu des massacres de populations entières, y compris des populations congolaises. Et on s'est tué au nom de la culpabilité que la communauté internationale ressentait sur le génocide rwandais. Mais le Congo n'était pas coupable ni complice de ce génocide. Car depuis lors, malheureusement, les malheurs qui étaient au Rwanda se sont invités en République démocratique du Congo. Et depuis 30 ans, l'enfer s'est installé à l'est de la République démocratique du Congo. Et donc, on a laissé faire le Rwanda qui, en venant comme ça, a découvert qu'il y avait la possibilité de déstabiliser d'abord le régime. Donc ils ont déstabilisé le régime du maréchal Mobutu en installant Laurent Désiré Kabila, pensant qu'avec lui, il pouvait donc exploiter tranquillement les ressources de la République démocratique du Congo. Mais lorsque Laurent Désiré Kabila s'y est opposé, on l'a abattu pour laisser la place à un autre régime qui, lui, s'est montré beaucoup plus malléable, beaucoup plus compréhensif, celui de Joseph Kabila donc, et a laissé faire, on va dire, beaucoup de choses. Et le Rwanda donc a pris de l'assurance, le Rwanda a développé son économie
renforcer son économie avec le produit des pillages de nos ressources naturelles. Et avec l'œil, le regard complice de la communauté internationale, puisque ces produits, ils les revendaient à des grandes multinationales et à des États qui ont acheté tout ça et conforté la position du Rwanda. Et aujourd'hui, nous avons le résultat qui est là. Il faut que cette communauté internationale accepte de reconnaître ses responsabilités et règle cette question en même temps que nous. You spoke of the risk of a wider regional war. Vous avez évoqué un scénario où la guerre va élargir, il y aura une guerre, si j'ai bien compris, régionale. Comment vous expliquez ça? Tout simplement parce que le Rwanda a des velléités expansionnistes. Depuis quelques années maintenant, le discours du régime rwandais est de dire qu'une partie de la République de l'Est de la République démocratique du Congo, notamment les territoires de Masisi et de Rutshuru, ont jadis appartenu au Rwanda, au royaume du Rwanda. Ce qui est une aberration, ce n'est pas vrai. Mais cela indique très clairement les intentions. En fait, dans le Masisi, il y a une mine dans un lieu, une localité appelée Rubaya, et c'est là qu'on trouve les minerais de coltan et des 3T, les trois matières très prisées, tungstène, étain et tantale. Et ce sont ces trois matières qui entrent dans la composition de toute la production des appareils technologiques de nouvelles gammes et tout ça. Et donc, c'est des matières très prisées qui alimentent justement ce conflit du sang, parce que le Rwanda est obligé, pour voler, piller nos ressources, de créer de l'instabilité permanente, qu'il n'y ait pas l'autorité de l'État dans cette région, de provoquer une sorte d'épuration ethnique en effrayant par des massacres, en infligeant la peur, la terreur, et en poussant ces populations à se déplacer, à laisser libres ces terres pour qu'ils les exploitent tranquillement. But do you have an alternative vision of how natural resources should be accessed, managed, and the revenues? What would you prefer to see? C'est quoi l'alternative? Bien sûr, mais l'alternative, ce sont les investissements. Je crois que il faut faire des contrats qui soient transparents avec des firmes qui travaillent dans le domaine, et c'est ce que nous tuons à dire tous les jours. Nous avons d'ailleurs pour cela porté plainte contre la firme Apple, par exemple, qui était un des bénéficiaires de ce trafic illicite. Et depuis lors, ils ont déclaré qu'ils ne traiteraient plus des matières venues ni du Rwanda ni du Congo. Et donc, nous pensons que nous l'avons fait non pas pour punir Apple, mais pour attirer son attention et la diriger vers les autorités compétentes qui peuvent conclure ce genre de contrat en bonne et due forme. Et c'est ça qu'il faut faire. Installer des entreprises qui pourront investir et exploiter ces richesses en les produisant et en les transformant sur place au mieux pour créer de la richesse intérieure et créer des emplois. Et c'est comme ça que nous pensons, pacifier la région, parce que tous ces jeunes qui vont venir pour chercher du travail, qui vont entrer dans ce circuit professionnel, ne seront plus attirés par les activités dans les mines ou alors par des activités dans les groupes armés. Donc cela aura l'avantage de ramener une sorte de paix et de stabilité dans la région. Mr. President, you said that the international community had a choice of being spectators or to engage in a responsible manner. And there's a meeting in Addis Ababa, I think today or tomorrow, and then
You also have some Duma, say Duma. And then here in Munich, we have some very distinguished leaders from the United States and from the European Union. What is your message to the African Union, and what is your message to other international partners in terms of taking action? Oui. Mais le premier message, puisque vous parlez de l'Union européenne, c'est déjà de lui dire de mettre fin à cet accord scandaleux et inacceptable de rachat des matières précieuses, des matières minières critiques, de l'achat au Rwanda de ces matières matières précieuses. Parce que tout simplement, le Rwanda n'a dans son sous-sol aucune de ces matières. Donc ça, c'est le message, le premier que je donnerai. Ensuite, c'est celui de dire, aujourd'hui, il y a un drame humanitaire qui se passe sous nos yeux. Et ces populations qui, déjà, avant la chute de Goma, s'étaient agglutinées autour de la ville de Goma par millions, dans des camps de fortune, ont été sommés de quitter ces camps et de retourner dans leur localité d'origine. Sans transport, sans garantie de trouver quoi que ce soit là-bas, parce que leurs champs étaient détruits, les écoles et tout ça. Et il y a des enfants parmi eux donc qui vont devoir refaire la route jusqu'à leur localité, avec toute l'insécurité qui peut subvenir, parce que c'est une zone de guerre. Donc le drame humanitaire que l'on déplorait déjà il y a quelques mois autour de la ville de Goma risque de s'accentuer. Donc il y a une urgence. Ça, c'est ce que je lancerai aussi comme appel. Donc, dans les semaines qui arrivent. Absolument. Même aujourd'hui. Même dans les jours qui arrivent, il faut très vite intervenir, parce que dans leur folie meurtrière, ces envahisseurs ont demandé à toutes ces populations de rentrer sans organiser leur retour. Et il y en a qui ne savent pas où aller et qui ne savent que faire, parce que il n'y a rien à destination pour vivre. Dans ces camps-là, au moins, il y avait de l'aide humanitaire qui leur permettait de manger, et de vivre plus ou moins, même si les conditions n'étaient pas décentes. Mais là, il n'y a rien. Il y a des jours et des jours de marche sans garantie de pouvoir trouver quoi que ce soit pour se nourrir. Alors, et à Addis Ababa? À Addis Abeba, il y a une réunion de la commission paix et sécurité ce soir. Oui. Nous attendrons pour voir ce qu'il y a. La première ministre, chef du gouvernement de la République démocratique du Congo, y est. En tout cas, elle est là pour porter la voix de notre pays. Moi, je suis venu ici pour rencontrer justement les décideurs européens et américains. Quand on regarde notre situation à côté de celle de l'Ukraine et de la Russie, vous avez l'impression que le monde ignore ce qui se passe. Chez nous, c'est pire, parce que c'est un conflit qui date de 30 ans, alors que, mais aussi l'ensemble du monde. Ne soyez pas complices du silence, soyez les artisans du changement. Nous ne pouvons plus nous permettre d'attendre. L'histoire nous observe. Pour le reste, je puis vous assurer que plus que jamais, le peuple congolais est résolu à défendre